Pour moi, la guerre d'Algérie, c'est... je sais pas. La guerre d'Algérie, pour moi, c'est. J'y connais pas grand chose, je dois bien avouer. Je sais pas, je pense. J'en sais rien. Franchement, j'ai pas du tout d'idée de ce que ça peut être. Alors pour moi, la guerre d'Algérie, c'est une guerre pour que l'Algérie elle ait son indépendance, puisqu'elle était colonisée par la France avant. Et voilà. C'est une tentative des Algériens qui étaient donc des Algériens en Algérie qui étaient sous l'emprise de la France d'obtenir leur indépendance par la force parce qu'ils n'avaient pas obtenu avant par des traités. Bah pour moi, c'est pas trop une guerre, c'est plus un conflit entre des civils et l'armée française, donc des civils algériens, nationalistes, je crois il y a le FLN, et donc qui prétendait représenter les civils algériens et qui avait des revendications d'indépendance. Enfin voilà quoi, c'est une guerre civile un peu contre. Enfin, c'est la France qui voulait garder une colonie surtout, je pense. Voilà. La vie, c'est pas. C'est pas. Elle est bien si vous voulez, c'est pas. Non, non, non. Elle est malheureuse, franchement. La plupart, ils vont pas. Sauf, je dis, que le fils de Cayette, le fils de tel, le fils de tel. Mais les autres, hein, les gens qui n'ont pas de sous, il n'y en a pas de machin, c'est un paysan, toute la journée, chercher de l'eau de 5-6 kilomètres, il faut sombrer avec ses mains. C'est ça qui éclate la révision après, plus tard. C'est ça qui éclate la révision. Ben, je ne reconnaissais pas grand-chose, hein. Non, pas tellement. Alors comment j'ai réagi quand je suis parti en Algérie? Ça a été, ça a été. Parce qu'on entendait des choses, mais c'est vrai qu'entre nous, j'aimais bien l'armée, j'aimais bien le commandement, donc ça ne m'a pas fait peur. On nous disait partir, on partait, puis voilà, c'était tout. Je n'ai pas été très content, bien sûr, comme tous les copains. Mais enfin, il y avait déjà les rappelés quand on est parti. Alors, on appréhendait un peu moins. Ils nous racontaient un peu ce qu'il y avait là-bas. Enfin, ils étaient partis pour faire le maintien de l'ordre. Hein. C'était pas la guerre. C'était pas pour faire la guerre. Et voilà, alors, ils nous racontaient un peu ce qui se passait là-bas, mais ce qui vivait avec les habitants là-bas. Je vois ma mère avec le papier comme ça en train de pleurer sur les marches d'escalier de la maison. Je lui dis qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle me dit t'es incorporé directement en Algérie. Ça veut dire quoi ça? J'aurais bien fait de fermer mon clapet. J'ai trop parlé le jour où le commandant m'a dit où vous voulez aller. Je lui ai dit tout, partout sauf en Algérie. J'étais incorporé directement en Algérie. Là j'ai rassuré ma mère. Je me rappelle lui l'avoir rassuré. Je lui ai dit t'inquiète pas, de toute façon. Ben, les parents, ils n'ont pas pris le gaieté de cœur. Ma mère pleurait, mon père pleurait, c'était comme tous les gens qui partaient ici. Surtout que déjà à Firminy, on avait eu plusieurs morts, des jeunes. On ne me sentait pas concerné.
on est obligé de faire son service militaire, il fallait partir. Hein. Oui, quand je suis parti en Algérie, incorporé en Algérie, j'avais 20 ans et 6 mois. Je ne pensais pas que cette guerre elle a aussi duré et que j'allais passer quand même 28 mois. Hein. 28 mois en tout avec mon service, 24 mois en Algérie. Vraiment, quand je me suis embarqué, j'avais aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'avais dit au lieutenant, là, je dis, vous croyez que c'est moi qui vais aller régler votre guerre d'Algérie? C'est tout ce que je peux dire, mais j'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée, ni de l'indépendance, ni rien du tout. J'avais pas d'idée du tout. Pas d'idée. Nous, pour nous, c'était des Français qu'on allait défendre, donc c'est-à-dire les pieds noirs, qu'on allait défendre. Bon, on ne les connaissait pas, on ne connaissait pas les pieds noirs. Hein. Je savais que c'était les gens qui étaient là-bas, il y en avait 1 million, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Il y avait des Espagnols, il y avait des Portugais, il y avait des beaucoup de Français, bien sûr. Donc on partait pour défendre la France, voilà. On part tous en civil appelé, hein. On part de La Pardieu. On casse le train. Comme on a cassé le train, on nous a envoyé la police militaire. On nous a embarqués, encadrés, on était en civil, jusqu'à l'entrée de Marseille pour embarquer le lendemain. Là, je fais la Grande Kabylie pendant 15 mois pleins. Ben, c'était un peu de voir un peu le bled que c'était. Quand on a traversé les gorges, les portes de fer, là, c'était désertique, c'était tout. Alors, ça changeait avec notre région d'ici. Ah ben, le niveau de vie, ils n'étaient pas bien. Ils vivaient chichement, ils vivaient pas. On rien qu'à voir dans les villages comment enfin, comme c'était, hein, quelques animaux, et puis non. On ne comprenait pas pourquoi que la France elle avait un temps investi du matériel là-bas et tout, et puis que les Algériens, enfin, ils soient si pauvres, enfin, c'est ça. La première chose que j'ai vue, on était sur un piton, c'est-à-dire une espèce de petite colline en région interdite. Et la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait une espèce de potence. Et j'ai vu 2 ou 3 Arabes, pour moi c'était des Arabes. Il y en a un qui était pendu par les pieds, un qui était pendu par les mains, un qui était à moitié mort. Alors c'est vrai, quand vous revenez, moi j'étais au petit séminaire, quand vous rentrez là et que vous voyez ça, c'est pas rigolo. Hein. Nous logions dans cette ferme abandonnée. Et elle était sur une route très fréquentée et très dangereuse et qui fait qu'on l'a fermée, cette route-là. On l'a fermée la nuit. Et comme on est artilleur, on avait des caisses en bois vides dans lesquelles on avait mis le sable hein, pour nous protéger, quoi. Bon, on était isolés, hein, on vivait en autarcie, hein, pratiquement. On brûlait les cerises, on brûlait la viande et on s'auto-nourrissait. On avait, bien avant que j'arrive, ils avaient volé un tracteur qu'ils avaient attelé à un groupe électrogène et on se faisait de l'électricité. L'effet marquant de mon service, bon, ben c'est mes harkis. Hein. Non, on s'entendait. D'abord, si on ne s'était pas entendu, je ne serais pas parti avec eux, hein, parce que c'était pas gai de partir de nuit pendant des jours, hein, tout seul avec eux. Hein. Alors, nous, c'était la guérilla, quoi. Il fallait chercher les félagas. Voilà, alors, donc c'était embuscade, c'était des opérations de jour. Et moi, avec Marquis, c'était beaucoup plus difficile parce que moi, on était toujours en première ligne. Et donc, c'était de nuit, c'était de jour, c'était. Dès on partait 15 jours en région interdite, c'était une région où alors absolument personne ne devait se trouver. Sinon, les gens étaient abattus. Il y avait des repères de félagas, donc en principe, qui devaient s'y trouver. Donc, il n'y avait qu'eux qui pouvaient s'y trouver puisqu'on les cherchait. Mais les gens normaux ne devaient pas s'y trouver. Sinon, ils étaient abattus. Alors, ça consistait d'abord à monter la garde sur la base, parce que j'étais dans une base d'hélicoptères, aviation légère de l'armée de terre, c'est les hélicoptères, et on montait la garde, et puis on partait dans le bled, enfin, oui, pour récupérer les hélicoptères qui tombaient en panne, ou on leur tirait dessus, hein, qui tombaient en panne, et puis quand on voyait que tout ce qui était les poteaux électriques, les mestas, enfin les maisons brûlées, tout ça, on
on appréhendait un petit peu de se passer par là, tout ça, on disait savoir ce qui va arriver encore. Mais enfin. Donc, quand on montait la gare de nuit, là, il y avait des bruits, il y avait on appréhendait un petit peu, la peur, peut-être pas la peur. Voilà, mais enfin, on était surpris, on était... Je n'ai pas subi comme certains quand même, hein, la guerre d'Algérie, hein, quand même. Hein. Bon, j'ai vu des morts, j'ai essayé de tuer, j'avais pas 21 ans. Heureusement j'étais malade, parce que rétrospectivement, je me dis, si j'avais tué ce type, c'était un berger, il était dans une zone interdite. Et quand je l'ai vu passer, j'ai tiré dessus. Il ne devait pas être là. Et j'ai vu les vaches qui le suivaient. Et bien, je vous assure que 50 ans après, je me dis, heureusement que tu ne l'as pas vu, heureusement que tu ne l'as pas vu. C'est un jeune berger qui mettait ses vaches au port de l'Oued. Vous savez, il n'y a pas 2 ans que vous avez quitté le lycée Jacob Holzer. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'on vous demande de faire? Bon, j'ai vu des tués, j'ai vu des blessés. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est le premier tué que j'ai vu, vous savez, c'est pas beau. Vous savez, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Et quand il a tué mon copain, quand il est sorti là, de derrière la garrigue, là, derrière les maquis, quand il a vu que le Félaga a été pris au piège, puisqu'ils en avaient tué 2 auparavant, il est sorti des buissons et il lui a crié « Vive De Gaulle !» comme ça. Et il lui a tiré dans les jambes pour ne pas le tuer. En redescendant se blesser vers la ferme, on était à 500 mètres là, et il était blessé là, donc les 2 autres tués étaient là par terre. On les redescend, on réquisitionne des ânes qui étaient là. Donc on redescend ces 2 blessés, ces 2 tués, plus le blessé. Une image, c'est une image parmi tant d'autres, vous êtes quand même assez comprendre. Il y a une des balles qui avait coupé la joue comme ça. Et quand on l'a mis sur l'âne, sa joue s'est retournée sur son œil et on voyait ses dents comme ça. Le blessé, je le récupère, le capitaine me dit « tu le garderas à la fée ». Moi j'étais dans un poste de commandement, là j'étais un peu isolé, dans la ferme. Il dit « tu le garderas à la fée ». J'ai dit « je veux bien mon capitaine », mais enfin moi je l'attachais sur son brancard. Il avait les trous de balles dans ses jambes, hein, puisqu'il lui avait tiré dans les jambes. Je lui ai enlevé ses souliers, ses patogas, qui étaient pleins de sang, je les ai lavés en espérant les récupérer. Mais le sang, une tache de sang ne s'enlève pas à point. Et je l'ai attaché. Je l'ai attaché toute la nuit. Il souffrait. Les services de renseignement sont du lendemain. Les macabées étaient durs. Quoi. Donc, vous savez, pour prendre des empreintes digitales des jeunes, des tués, là, le corps s'est durci. C'est un Européen, un officier français. Il lui cassait les mains comme ça pour pouvoir prendre ses empreintes digitales. Ouais, c'est honteux. J'avais un minimum d'humanisme, ou je sais pas quoi, d'humanité, je sais pas comment vous dire. Moi. Vous ne pouvez pas sortir d'un lycée comme vous le sortez, vous, aujourd'hui, et 2 ans après, vous vous retrouvez face à des choses comme ça. C'est pas votre métier, c'est pas mon métier, c'était pas mon métier. Donc c'était les gens qui nous parlaient, on nous disait, voilà, par exemple, il y a un Félaga qui est venu dans tel village, qui a battu du monde parce qu'ils n'ont pas donné d'argent. Et puis alors le PC, donc le colonel, tout ça, qui nous ont aidé en renseignement, d'aller à tel endroit et d'interroger telle personne. On évitait au village parce qu'il y avait de la tension et puis il fallait éviter quand même que les personnes qu'on interrogeait se fassent tomber dessus. Alors plutôt on les convoquait, Méarki était là pour les dialogues, comme on dit, pour la traduction. Et j'avais toujours... alors à ce moment-là, c'était plutôt des officiers ou des sous-officiers, mais alors des engagés, qui faisaient plutôt les interrogatoires. C'était plus leur boulot que j'appelais. Maintenant, j'ai bien connu des appelés qui étaient méchants. Hein. Des coups, bien sûr, qu'il y en avait, ça c'est sûr. J'avais 2 ou 3 qui étaient quand même méchants. Oui, j'ai vu des trucs, j'en ai pas pratiqué parce que ça m'énervait un peu.
Mais enfin, j'ai vu des choses qui n'étaient pas gaies. La gégène, vous savez, on entourait une oreille ou un pied ou un sexe, on tournait une manivelle, ça vous fait des décharges électriques. Ça saute, hein, c'était pas gai. Et puis alors les éternels coups de poing, coups de pied, vous savez, on n'avait rien envie aux nazis, certains moments. Hein. Alors, on les relâchait, et ça se passait pas toujours bien chez eux, parce qu'on leur demandait ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient fait. Mais, et ceux qu'on ne relâchait pas, les gens comprenaient vite pourquoi on ne les relâchait pas. Et c'est là, bien sûr, qu'intervenait la torture pour essayer d'avoir des renseignements. Mais enfin, on ne le faisait pas systématiquement. Hein. Non, non. On vous a expliqué un petit peu la corvée de bois, donc moi, ça m'est produit plusieurs fois, mais personnellement, j'y allais pour voir, mais je n'ai jamais participé. Mais c'est vrai que c'était pas gai, donc on avait quelqu'un qui avait fait des choses graves, hein, c'était pas qui avait tué des Français, qui avait tué des soldats. Donc on l'emmenait avec le camion, et puis on est dans une petite région interdite, justement. Et là, en principe, on ne leur tirait pas dans le dos, non. Ou on leur bandait les yeux, ou bon, ça se passait à peu près proprement. Mais c'est ça la corvée de bois. On disait ça comme ça, voilà. Alors, on ramenait les cadavres, en principe, on ramenait les cadavres. Mais ça arrivait qu'on les laisse, justement, pour faire voir aux Félagas ce qui risquait de leur arriver, si par exemple, ils se trouvaient dans ce truc-là. On demandait s'il y avait des volontaires, et je me souviens qu'on avait 2 ou 3 copains, c'était des gens qui avaient fait de la prison, qui n'avaient peur de rien du tout. Donc en principe, on prenait des volontaires, ou alors des engagés. Mais en principe, on ne prenait jamais des gens comme ça, de force. Donc jamais, jamais, jamais. Non, non. Moi, j'ai jamais tiré sur des hommes comme ça. J'ai tiré sur des soldats qui pourraient, mais pas la corvée de bois. Arrive la pénombre, là, moitié nuit, moitié jour, là, comme on dit, ou moitié jour, moitié nuit, et on est attaqué. On est attaqué. Bon, moi, j'entends taper contre le mur, les balles, etc. Mais comme j'étais à la hauteur des fenêtres, comme ça, j'ai dit, je vais en ramasser une tout à l'heure. Donc, je saute du lit supérieur au lit inférieur, mais pour me protéger comme vous, là, vous voyez. Et au même moment, le gars qui est en bas, mon collègue qui est en bas, il prend son arme et il la charge. Et au même temps qu'il la charge, il a tellement chargé dans la précipitation qu'il tire, comme si on était là. Il fait partir des coups, et moi, je suis pas mort puisque je suis là aujourd'hui, mais je vous assure, au moment où j'ai sauté du lit supérieur au lit inférieur, il y a les balles qui sont passées de tous les côtés du pistolet mitrailleur, hein, et le plâtre qui tombait, le machin qui tombait, moi qui suis au sol, pendant ce temps-là, les autres, ils étaient en train de tirer sur l'affaire, et il me tend son arme comme ça. Il me dit, j'ai fait une connerie. J'ai dit, bah putain, excuse-moi l'expression, comme connerie, oh, elle était pas mal. Hein. Il y avait des pistolets mitrailleurs, quand on les armait et ça partait. Et on s'est trouvé une fois avec 200, on était sur des collines, et alors il y avait 200 Félagas qui étaient dans la vallée. Et là, on a fait intervenir l'aviation. Donc les napalm, c'était des gros bidons de l'essence. Enfin, et alors là, bon, ben, il y avait des Félagas qui partaient en feu, et nous, on tirait dessus. Dans un sens, c'était mieux, ils ne souffraient pas au moins. Ouais, c'est pas gai pour des jeunes, hein, mais c'était comme ça. La guerre, c'est pas gai, hein. Oui, c'est vrai, là, le napalm, mais c'était vraiment dans des zones interdites, bien sûr. Et alors, vraiment, quand ça avait des groupes, un Félaga, on n'aurait pas tiré dessus, au napalm. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on rentrait dans un village, le lieutenant, là, qui était quand même saint-syrien, il dit qu'il n'y en a pas un qui les viole. Hein. Ça, j'ai entendu, ça. Vous rentrez dans un village où il y avait des petites Fatma, tout ça, là. Que je n'en vois pas un qui les viole, hein, il nous disait. Mais à la manière d'un... Vous avez 20 ans hein, quand on vous dit ça. Moi, c'est ça que je ressens. Pour communiquer avec mes parents, on envoyait des lettres. Hein. Voilà, des photos, des lettres. Une lettre tous les 15 jours. Moi, j'ai jamais ressenti la censure. J'ai jamais ressenti la censure dans les lettres que je recevais, ni dans celles que j'ai envoyées. Maintenant, peut-être que j'y mettais les formes, hein, et dans le contenu. Peut-être que je disais pas tout à ma femme, pour pas non plus ma future, pour ne pas la perturber non plus. Hein. Je téléphonais à mes parents à Vichy une fois par mois
quand je me déplaçais sur un endroit où je pouvais téléphoner, je téléphonais en PCV, c'est-à-dire que c'est mes parents qui payaient. Et j'attendais que ma future soit chez mes parents à Vichy. Donc elle partait de Firminy, enfin du Chambon, elle était du Chambon, pour Vichy. Et je faisais en sorte de téléphoner que ma future femme soit chez mes parents à Vichy. Tenir au courant, non, on ne tenait pas bien au courant, on disait que des mensonges. On disait que des mensonges, tout allait bien, la vie est belle. Non, c'était que des mensonges, voilà ce qu'on disait. D'ailleurs, on nous disait de ne pas trop en dire, donc on ne disait pas grand-chose. Je ne crois pas qu'il y avait une censure, mais enfin, ils se méfiaient quand même. Non, on n'en parlait pas. On ne voulait pas faire peur aux parents, donc on n'en parlait pas. Et ce qui me fait mal, si vous voulez, c'est qu'un jour je me retrouve au fin fond, à la limite de la Lozère et de la Haute-Loire, dans une église. Il y avait une petite plaque comme ça, Paul Vincent, mort en Algérie, 1956. Et vous dites, rendez compte ce jeune du fin fond de la France, se faire tuer en Algérie pour le résultat qu'on en a aujourd'hui. Hein? Je méditais devant cette plaque de marbre dans l'église de ce petit village, à la limite de la Lozère et de l'Ardèche, à la limite de la Lozère et de la Haute-Loire. Qu'est-ce qu'il a été foutu en Algérie de se faire tuer? Pour faire quoi? Pour quel résultat? Mais c'était une guerre inutile. Hein. C'est une guerre ça aurait pu se faire sans qu'il y ait 30 000 gars qui restent. Hein. C'était une guerre inutile. Hein. Si on avait nationalisé tout de suite, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Voilà, c'est tout. Nous, on est partis à 20 ans et comme des imbéciles. Voilà. Nous n'avons pas eu de cellule psychologique. C'est pour ça que nous n'avons pas parlé, peut-être. Parce que la cellule psychologique, c'est peut-être son rôle, c'est de faire parler pour vous dégager. Hein. Nous n'avons pas eu, nous les appeler. Et ça a été la dernière guerre d'appeler. On les a oubliés complètement, mais ils n'ont pas cherché à se faire... C'est-à-dire, on est rentré dans le monde du travail. Hein. Moi, j'ai débarqué, si vous voulez, disons le 14 juillet, c'est le cas de dire, à peu près dans ces dates-là, à Marseille. Et le 20, j'étais au boulot. Hein. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Hein. Quand je suis rentré, j'ai été de retour dans l'usine où j'étais. C'était le silence. On en parlait entre copains comme ça, mais on n'en parlait pas beaucoup à tout le monde. Enfin, au retour, est-ce qu'on parlait de tout ça? On en parlait, mais enfin, sans plus. Ça me fait penser aux gens qui sont venus des camps de concentration, ils n'en parlaient pas. Parce que d'abord, ça faisait peur aux gens. Et là, moi, mes parents, je leur disais rien. C'était toujours tout bon, on était bien, c'était toujours bien. Petit à petit, on en parlait, mais au début, on n'en parlait pas. Non. Je me souviens de mes cousins et tout ça, on n'en parlait pas. Même entre nous, on n'en parlait pas. Voilà, on évitait. Moi, avec le recul, les Félagas, c'était comme pour nous pendant la guerre, quand on était occupé par les Allemands, c'était ensemble des résistants.